Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du jeudi. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des acteurs du monde de demain, un monde plus durable, plus responsable. Ils sont plusieurs à se lancer à l'aventure. Aujourd'hui, pour ce dernier podcast de la saison, nous sommes heureux d'accueillir Benjamin Laurent et Justine Grignier, membres de l'équipe 2020 de Sous l'ombre de l'arbre, une démarche qui met en valeur les acteurs de l'agroforesterie. Bonjour Justine et Benjamin, vous êtes membres de Sous l'ombre de l'arbre ou SOA ou SOA, vous me direz précisément, une association qui existe depuis maintenant plus d'1 an. Quel est l'objectif du coup de Sous l'ombre de l'arbre? Et alors SOA, qu'on prononce donc SOA, Sous l'ombre de l'arbre, c'est une association qui a été créée donc oui en mai 2019 et qui vise à questionner et promouvoir l'agroforesterie dans le monde et donc qui va se formuler en plusieurs expéditions. Et cette première expédition cette année, elle se déroule en France avec le contexte spécifique donc à la France où on peut vraiment aborder la pratique de l'agroforesterie et la questionner. Voilà, savoir si elle a des avantages et des inconvénients et quels différents visages elle peut aborder dans nos systèmes agricoles en France. Et concrètement, pour les personnes qui n'y connaissent peut-être rien du tout ou juste un petit peu, qu'est-ce que c'est l'agroforesterie? Alors du coup, l'agroforesterie, c'est une technique agricole qui vise à insérer l'arbre, que ce soit au sein des parcelles ou en bordure de parcelles, pour bénéficier des interactions qu'il va établir soit avec de l'élevage, soit avec des cultures ou même encore avec d'autres arbres, puisqu'il y a des cultures arborées comme les vergers. En fait, c'est la place de l'arbre dans les systèmes agricoles et ça peut avoir de multiples formes. Et c'est aussi l'intérêt de montrer quels différents avantages peuvent avoir ces différentes places de l'arbre et si elles sont plus ou moins contraignantes et quelles sont les plus adaptées au contexte du terrain, du système agricole, etc. Et du coup, c'est une méthode qui est assez répandue, surtout peut-être en France ou dans le monde, je ne sais pas s'il y a des différences. Oui, elle est plutôt répandue dans le monde. Effectivement, on la trouve de formes traditionnelles et nouvelles finalement. En fait, par exemple, on va la retrouver en Afrique avec des associations acacia céréales ou encore en Amérique latine, typiquement avec des cacao café sous l'ombre d'arbres plus grands avec une strate en fait vraiment supérieure. Et en Europe et en France avec des visages vraiment beaucoup moins, beaucoup plus tirés sur l'association avec tout type de culture. Donc on a aussi des aspects traditionnels comme avec par exemple l'élevage porcin sous chêne ou sous châtaigneraie ou encore les prés vergers en Normandie. Il y a beaucoup d'exemples et il y a un réel nouveau mouvement en fait qui va vraiment se placer dans tous les systèmes agricoles, par exemple le maraîchage, les céréales et d'autres types d'élevage. Du coup, en partant, votre but était de montrer les bienfaits de l'agroforesterie, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des hypothèses sur les bienfaits, sur ces bienfaits que vous avez pu valider entre guillemets pendant votre parcours? Alors il y en a plein. Il y a le bénéfice écologique puisque en fait en diversifiant les strates, on augmente le potentiel d'habitat de différentes espèces qui peuvent être intéressantes pour l'agriculture, mais aussi tout simplement pour la biodiversité. Il y a des avantages pour les sols puisqu'en fait dans certains terrains en pente, les arbres ils enracinent et ils peuvent selon leur agencement en rangée stopper l'érosion. Ils peuvent aussi structurer le sol, augmenter la porosité. Ils peuvent euh, éviter le lessivage trop important des matières fertilisantes qui vont ensuite être lessivées dans les eaux et en fait surcharger les eaux, ce qui va provoquer de la pollution. Donc en fait, quand on a un dérèglement agricole dans la technique, en fait, s'il y a un surplus, l'arbre est connu pour en bénéficier en fait. Et à ce niveau-là, on peut aussi s'interroger sur la place des racines. Est-ce qu'elles vont rentrer en interaction? Est-ce qu'elles vont pomper de l'énergie? Et voilà, donc des intérêts économiques, des intérêts écologiques, des intérêts purement de technique agricole, des intérêts sociaux aussi, parce que comme on l'a dit, il y a des influences entre les voisins, il y a des paysages qui sont différents et qui sont donc empruntés par parfois plus de monde quand ils sont esthétiques. Donc voilà, beaucoup d'avantages. Nous, notre intérêt en traitant ce sujet-là, c'est
de traiter sa transversalité. En fait, c'est un sujet qui peut être abordé sous différents angles, que ce soit des angles techniques, agricoles, comment par exemple l'arbre permet d'apporter du carbone ou de l'azote dans les sols, ou des intérêts environnementaux comme des supports de biodiversité ou des lieux dans lesquels peuvent nicher des espèces auxiliaires, donc prédatrices des ravageurs des cultures. Pour l'instant, on a rencontré différents avantages et chaque agriculteur a son intérêt personnel à prendre soin des arbres sur ses parcelles, en fait. D'accord. Et du coup, justement, vous parlez des personnes que vous avez rencontrées. Quel a été votre parcours, du coup, en France jusque-là, jusqu'aujourd'hui? Alors, le périple, il a commencé en début mai 2020. Et pour l'instant, on s'est d'abord limité aux 100 km parce que finalement, on est parisien et il y avait encore ce contexte de déconfinement. Donc, on a rayonné autour de l'Île-de-France. Et ensuite, on a pu s'éloigner en Champagne et plus vers l'ouest en Normandie. Alors, c'est rigolo parce que vous déconstruisez ce cliché en même temps du manque d'agriculteurs en Île-de-France. Et en plus, ces agriculteurs-là, ils font de l'agroforesterie. Oui, du coup, effectivement, on a été aussi surpris en fait de constater que l'agroforesterie est omniprésente dans chaque département, qu'elle soit omniprésente avec les agriculteurs, avec leurs initiatives, mais aussi en fait avec les structures dédiées, comme par exemple quelques postes dans les chambres d'agriculture, ou encore les CIVAM, ou encore d'autres associations, comme par exemple Agrophile en Île-de-France, qui sont de réels moteurs conseillers techniques sur la mise en place de projets agroforestiers partout en France. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce que vous avez prévu de voir? Est-ce que vous avez prévu de rester encore en Champagne et dans l'Île-de-France ou encore explorer plus loin? Alors en fait, la semaine prochaine, on se dirige vers le sud de la France, donc vers, on va dire, une deuxième étape de l'expédition. On va aller en Dordogne, puis dans le Gers, puis dans les Hautes-Pyrénées, puis autour de Montpellier. Et ensuite, on ira en Ardèche, dans la Drôme et peut-être dans le Cantal. Donc en fait, on va faire une espèce de boucle. Et donc, ça nous permettra de comparer un peu les différents avantages entre la partie nord de la France et la partie plus méditerranéenne, sur l'avantage de l'agroforesterie qui peuvent être différents. On nous a déjà dit, par exemple, que l'espacement des arbres pouvait avoir des intérêts différents en fonction du climat et de l'ensoleillement, notamment. Par exemple, dans le nord, ça peut être un frein de serrer les arbres trop, puisque ça empêcherait les plantes en dessous de pousser, puisqu'il n'y aurait plus d'ensoleillement. Ça serait un facteur limitant. Alors que dans le sud, il y a tout un intérêt de rapprocher les arbres pour créer des microclimats et garder une espèce d'humidité en cas de sécheresse, par exemple. Donc voilà, les intérêts peuvent être différents et c'est pour ça qu'on voulait viser à la fois les régions nord et les régions sud de la France pour pouvoir comparer et voir les différents visages de l'agroforesterie en France et les différents systèmes qui peuvent être traditionnels ou nouveaux dans toutes les régions de la France, en fait. Alors c'est vrai que dit comme ça, on voit directement l'intérêt de se diversifier au niveau des territoires. J'ai une autre question. Est-ce que vous vous diversifiez aussi au niveau des agricultures? J'avais cru comprendre que vous deviez aller en Amérique latine et que ça avait été reprogrammé pour plus tard. À ce moment-là, vous vous intéressez aux agricultures de cacao et de café, si je me souviens bien? L'expédition en Amérique latine, elle aurait été concentrée sur deux cultures, effectivement. C'est un choix qu'on a fait, je pense, parce qu'on avait des objectifs de comparaison entre pays, notamment, qui sont pas forcément présents ici. Et donc là, en France, on ne se limite pas. En fait, les objectifs ont un tout petit peu évolué puisqu'il s'agit vraiment de représenter la diversité des cadres dans lesquels on peut mettre en place l'arbre. En fait, c'est le système agricole au sens large en France qu'on veut réinterroger sous un angle arboré. D'accord. Et du coup, après, à la suite, si j'ai bien compris, vous êtes en train de faire un documentaire et également une exposition photo pour recenser tout ça. Les objectifs de documentaire et d'exposition photographique, en fait, ils ont émergé assez naturellement puisque Justine et moi-même, on fait de la photo et on avait vraiment envie d'intégrer un message plutôt visuel
pour donner un retour à un public qui peut être aujourd'hui plus sensible finalement à tout ce qui va être lié à ce qu'il voit. Et donc, effectivement, on va produire essentiellement ce documentaire filmé d'une 50aine de minutes qui retracera donc la diversité des visages agroforestiers et la diversité des acteurs qui vont faire un réseau finalement autour de cette pratique pour répondre à cette question de savoir quels sont les avantages, les inconvénients et quelles sont les différentes manières d'intégrer l'arbre au sein de l'agriculture. Et finalement, en fait, le projet de SOA, c'est le projet de votre année de césure. Bon, on va plus trop parler de tout ce qui s'est passé et du coup qui vous a fait changer le projet avec la crise sanitaire, mais quand est-ce que vous êtes venu l'idée de base finalement? Est-ce que c'est en se disant, est-ce que c'est pendant vos études ou c'était même avant où vous aviez déjà personnellement un intérêt à l'agroforesterie? Alors je dirais on a réfléchi l'idée à partir de septembre 2018. L'idée en fait déjà de se laisser l'opportunité de la césure pour faire un projet personnel en créant notre association et en disant que c'était une occasion presque unique de monter une association, de créer un projet depuis son commencement jusqu'à sa réalisation. Et naturellement avec les cours, avec nos intérêts personnels pour les enjeux environnementaux ou sociaux, on s'est orienté vers l'agroforesterie pour la diversité des questions que ça fait surgir en fait. Et on avait chacun des volontés, je pense, différentes en réalisant ce projet. Moi, ma volonté, c'était de rencontrer des gens, de discuter avec eux sur leur pratique, leur façon de voir l'agriculture, leur façon d'intégrer l'arbre au sein de leur système. Et que ce soit les avantages ou les inconvénients, les deux m'intéressent. Si on ressent qu'il y a une charge de travail qui est trop lourde liée à l'arbre ou qu'il n'y a pas assez d'accompagnement, c'est aussi hyper riche. Et pour l'instant, toutes les discussions qu'on a eues, les échanges, c'était vraiment pertinent. Et on apprend beaucoup, notamment aux côtés des agriculteurs, sur le côté pratique et non théorique qu'on pourrait avoir en amphi. Donc voilà, c'était un peu aller interroger à la source les acteurs. Et c'est vraiment une occasion unique pour nous de le faire. Et puis ça nous laisse un espace de créativité, de monter un projet depuis son commencement dont on n'a pas l'habitude en fait. On est libre de se poser des questions et de faire évoluer le projet en l'adaptant aux circonstances ou à nos envies. Vous avez des exemples de personnes et d'agriculteurs rencontrés? J'ai vu sur votre site que vous aviez rencontré un agriculteur qui faisait de l'alcool de ses céréales et qui a commencé du coup l'agroforesterie. Qui est un agriculteur céréalier qui en fait a décidé après maintes réticences de se lancer dans l'agroforesterie depuis 1 an. Et donc cet agriculteur céréalier, il a des rotations dans lesquelles il y a du seigle et de l'orge qui lui permettent donc de produire ces différents alcools comme le whisky. Et il a implanté des rangées d'arbres et d'arbustes. L'arbre en vue de produire du bois d'œuvre, mais surtout les arbustes en vue de produire des fruits rouges, notamment du cassis, qu'il a pour envie d'intégrer en fait dans ses futurs alcools. Donc on voit bien tout de suite l'intérêt de l'association qui est donc une diversification des sources de revenus, mais aussi un potentiel réel de construire un projet plus en fait complexe sur ce qu'il va proposer ensuite. En plus il est situé dans une sorte de cluster d'Île-de-France où il y a beaucoup d'agriculteurs qui se lancent dans l'agroforesterie. Alors il faut savoir qu'ils s'influencent pas mal en fait entre voisins et l'association qui est implantée et qui les aide à se développer, elle commence déjà à envisager des influences sur les trames vertes et bleues. Voilà, on voit bien que les avantages sont vraiment multiples. Et pour la suite, parce que là, vous allez du coup reprendre vos études, est-ce que vous souhaitez le continuer vous ou passer peut-être le bébé à quelqu'un d'autre? Oui, SOA, on l'a pensé pour qu'il soit sur un sujet assez transversal pour être transmis. Et à l'exemple du fait qu'on ait pu passer d'une expédition en Amérique latine à une expédition en France,
voilà, on a réussi effectivement à trouver des repreneurs. Donc, a priori, on a 4 étudiants de la promotion suivante qui vont formuler le projet sous d'autres angles et sous d'autres géographies. Ah oui, la relève est assurée. Et juste pour finir cette interview, une petite question pour que tout soit clair pour tout le monde. Depuis quand est-ce que vous êtes parti et combien de temps il vous reste encore de voyage, d'aventure? Alors, on est parti depuis début mai, interviewer les personnes, donc les agriculteurs, les acteurs d'associations, etc. Et là, on part pour l'expédition sud la semaine prochaine, le sud de la France, et jusqu'à fin juillet, mi-août. Ce sera pour la fin du D'accord. tournage. Et après, il y a tout le montage encore à faire. Et la partie diffusion au sein de la France et des différents réseaux d'écoles d'agronomie ou dans les mairies si on peut, etc. Oui, ça devrait se dérouler à partir, on l'espère, de octobre, novembre 2020 et on espère que ça durera le plus longtemps possible après la phase de diffusion. On vise un public large en fait. Par la diversité des façons d'aborder le sujet, on se dit que beaucoup de personnes peuvent être intéressées par la place de l'arbre dans les systèmes agricoles. Et du coup, le potentiel public est très vaste. Oui, finalement, il y a tellement d'acteurs qui peuvent en être intéressés. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour toutes ces réponses. On espère vraiment que votre voyage se finira aussi bien qu'il a commencé. Et on verra votre documentaire vers octobre-novembre. Merci. Merci beaucoup et au revoir. Oui, Au merci à revoir. vous. Et voilà, vous en savez plus sur Sous l'ombre de l'arbre. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux pour voir leur avancée à travers la France, ou même attendre avec impatience leurs films et leurs futurs projets. Nous sommes très heureux de vous avoir présenté tout au long de cette saison les différentes initiatives qui ont émergé au sein de notre école. Depuis un peu plus de 2 mois, vous avez pu rencontrer Clément avec Néolith, Annie avec Glim Africa, Cléa et Benjamin pour Ciplastics, Pauline, Aurélie et Manon de la Chaire en K, Timothée, Tanguy et Violette pour Red Wine, Laurie de Loumae, Anne du projet Refuge, Nour et les nouveaux affineurs, Magali pour Apetia et enfin aujourd'hui, pour terminer, Benjamin et Justine pour Soa. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à les rencontrer. Nous espérons vous revoir aussi tout aussi nombreux à la rentrée prochaine. À bientôt et bonnes vacances.